Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des podcasts de Kebdo. Je dis des podcasts puisque nous sommes dans les Finals NBA. Vous l'avez peut-être vu après nos lives spéciaux, pour notre live spécial plutôt. Celui-là était tout seul pour l'intro, pour la preview de ces Finals entre le Heat et les Denver Nuggets. Et puis, comme on avait pris l'habitude de le faire déjà, cette année, on a décidé de faire un bilan tout du long de ces Finals, tous les deux matchs. Nous sommes au bout de deux matchs. Et nous sommes 4 aujourd'hui. Tout d'abord avec moi, il commence à faire jour chez lui alors qu'il commence à faire nuit chez moi. C'est Ben. Comment ça va, Ben? Ça va très très bien. Deux premiers matchs très intéressants. On aura beaucoup de choses à dire, donc ça va très très bien, Adrien. Également, il nous revient d'une tournée asiatique en pleine forme. C'est Madiane. Comment ça va, Madiane? Eh ben, ça va très bien, même si cela a donné lieu à de futurs débats au sein du podcast. Voilà, des débats qu'on ne révélera pas peut-être si un jour sortent des bêtisiers. Nous sommes 4 aujourd'hui. Gabin est aussi là. Comment tu vas, toi, Gabin? Ça va, je suis aussi chaud pour parler de ces finales que Duncan Robinson dans un quatrième quart-temps, donc ça va être le feu. Des analogies très spécifiques. Merci. Mais oui, effectivement de très grande qualité. Donc effectivement, on est parti pour parler des finals. Le rappel protocolaire, bien entendu, de Kebdo que vous pouvez retrouver de partout. Ben, est-ce que la team Spotify est toujours en avance, est toujours la plus en forme d'ailleurs? Effectivement. Alors après, je commence à avoir une théorie, c'est qu'en fait, sur Spotify, il suffit de mettre 5 étoiles, là où parfois Apple Podcast demande 5 étoiles plus le commentaire. Donc peut-être que l'absence du commentaire motive plus. Peut-être. Ah, c'est vrai qu'en termes d'engagement, le fait d'obliger les gens à écrire quelque chose, c'est peut-être plus compliqué. Bah, dites-nous d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, Apple Podcast ou Spotify, on fait les vrais influenceurs. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur toutes les plateformes de podcast. Évidemment, à ceux qui nous rejoignent de plus en plus nombreux sur YouTube, bien sûr. Et on va marquer, allez, petite pause protocolaire pour changer, ça faisait longtemps. Oui, Petite ça pause faisait ou pas? longtemps, allez. Allez, ça fait plaisir. Petite Tu as pause envie et on se... t'as envie d'entendre ce jingle, c'est ça, Adrien? Exactement, il nous manque le jingle. Petit jingle et on se retrouve pour parler des finals. Nous y sommes, les Finals NBA 2023. Évidemment, le Heat, les Denver Nuggets qui ont commencé leur affrontement avec donc deux matchs qui ont déjà eu lieu et nous en sommes peut-être à la surprise générale. On va en parler à un partout en retournant du côté de Miami. Ça y est, Denver a perdu un match à la maison, mais on ne va pas commencer par là puisque le premier match de cette série, ça a été une victoire des Denver Nuggets, une victoire qui semblait dessiner un peu toutes les grandes lignes qu'on avait évoquées pendant les previews. Ben, tu étais avec moi également, donc je vais me tourner vers toi. Tu étais à la présentation, comme ça tu pourrais étayer un petit peu plus. On a vu ce qu'on attendait finalement sur le game 1. Effectivement, je vais essayer de pas trop en dire pour laisser quelques billes à Gabin et Madiane, mais qu'est-ce qu'on avait ciblé dans la preview? Alors, on avait déjà ciblé dans la preview la difficulté potentielle pour le Heat de défendre sur ces Nuggets. Ces Nuggets qui étaient la meilleure attaque de ces playoffs. Et on l'a vu dès le début du match, un gros problème pour garder en particulier Aaron Gordon, un problème de taille, et on y reviendra. Il a été en partie réglé sur le match 2, mais un très gros problème de taille qui n'ont pas su réussir à régler. Il y a eu aussi cette volonté du côté des Nuggets à beaucoup faire tirer Bam Adebayo qui tente 25 tirs, plus gros total en carrière. Et c'est des bons tirs pour les Nuggets qui avaient été tentés par Bam, c'est-à-dire beaucoup de tirs dans la floater range et ça, c'était pas très bon pour eux. Et puis globalement, une équipe, encore une fois, Denver qui, par séquence, j'en avais parlé, avait réussi à mettre des coups d'accélérateur. Et puis du côté du Heat, très peu de lancers tentés, 2 dans le match, très peu d'agressivité au panier et puis un Jimmy Butler un peu discret. Donc un premier match parfait pour les Nuggets, tout simplement. Tout simplement, je vais me tourner cette fois du côté de Madiane qui n'était pas avec nous pour les previews. Toi, Madiane, est-ce que tu as vu des choses auxquelles tu t'attendais sur ce game 1? Est-ce que tu es dans la même lignée que ce qu'a dit Ben, pardon? Oui, dans la même lignée, et surtout du coup, lors de ce Game 1, on a senti un Spoelstra qui a longtemps hésité à utiliser la zone ou pas face à ces Nuggets, et c'est aussi un des points clés de la série qui avait été noté, c'était que les Nuggets attaquent très bien contre la zone et que ça pouvait poser un souci. Et sur ce Game 1, on l'a senti Spoelstra un peu hésitant. Il l'a mise, il l'a enlevé. Il avait des problèmes de taille à gérer en parallèle et du coup, il pouvait pas assez bien cacher certaines faiblesses défensives euh, en les maquillant via la zone. Et c'est un peu
ce qui a donné leur échec sur ce match. Alors ok, on peut parler des shooters, mais aussi ils ont pas réussi à appliquer un game plan qui leur allait. Ils étaient tout le temps en train de subir les choix et ça s'est transcrit notamment au niveau de l'activité de Jokic qui termine avec 14 passes, notamment parce que ils étaient incapables de couvrir tous les problèmes défensifs qu'ils avaient à gérer, notamment parce que Aaron Gordon, ils étaient forcés par moment de mettre Jimmy Butler dessus, ce qui notamment laissait beaucoup trop d'espace à un Jamal Murray. Et ça a vraiment scellé leur sort assez vite. Mais on peut noter aussi un quatrième quart-temps. Et on en parlait dans la conversation. Presque dommage qu'on n'ait pas enregistré ce passage-là. On aurait été des prophètes où on disait attention, le quatrième quart-temps est une victoire morale du Heat, en se disant attention, en mettant la zone sur le quatrième quart-temps, ils commençaient à trouver des solutions. En mettant Ice Smith sur Jamal Murray, ils commençaient aussi à dessiner des idées pour la suite et ils sont allés les appliquer très vite lors du Game 2. Ouais, on va pouvoir en revenir, les adaptations, il y en a eu de nombreuses, même s'il y a d'autres facteurs. Alors, Gabin, vu que Ben et Madiane ont beaucoup dit qu'on avait retrouvé les nuggets qu'on attendait, est-ce que, je vais te poser la question qui est un peu la même, mais je vais la tourner différemment, est-ce que c'est plutôt du coup le Heat qui a déçu sur le Game 1 ou pas? Ouais, je dirais ça. En défense, on savait les problèmes qu'ils allaient rencontrer. Donc, ils sont arrivés, comme nous l'a dit Ben et Madiane. Par contre, c'est offensivement que cette équipe m'a vraiment déçu. Bon, ce qui est criant, c'est évidemment les problèmes à 3 points, avec Robinson à 1 sur 5 au shoot, Struss à 0 sur 9. On sait que c'est une équipe qui surperforme quand ils mettent leur shoot extérieur. Là, ce n'était pas le cas. Et ce qui est moins visible, c'est que la conséquence de ce manque d'adresse est que les joueurs des Nuggets n'ont pas forcément respecté les 3 points en défense. Ce qui a fait que c'était assez simple de défendre cette équipe du Heat. C'est-à-dire qu'ils sont concentrés sur la défense intérieure et à mi-distance, en laissant parfois des shoots totalement ouverts. Ce qui a fait que Jimmy Butler n'a pas pu appliquer son plan de jeu. Et c'était trop compliqué en fait de scorer sans tes shooters extérieurs qui sont devenus un vrai facteur de réussite pour le Heat. Le gros point positif, c'est Bam Adebayo. On en avait parlé rapidement dans la preview. On se demandait est-ce qu'il était capable de donner plus offensivement que dans les séries précédentes. Il nous a montré que quand tous les autres joueurs de l'effectif galéraient, lui était capable de prendre des responsabilités. C'est pas un scoreur d'élite, mais on l'a vu attaquer le cercle, prendre des petits mi-distance. Dans le game 2, j'en reparlais, mettre des écrans ultra importants sur les autres joueurs. Sur ces 2 matchs, c'est un vrai joueur two-way qui est dangereux des 2 côtés. Et ça me fait extrêmement plaisir de le voir à ce niveau-là. C'est un vrai joueur. Il est DH20 contesté. On va voir quelle place il aura. Mais là, j'aime bien mon Bam là comme ça. Je me tourne vers l'avocat de Bam Adebayo. Ben, quelque chose à ajouter autour de Bam ou pas encore sur ce Game 1 notamment? Sur le match 1, je suis d'accord avec Gabin sur la pause d'écran, etc. Pour le reste, pour moi, c'est exactement ce que voulait Denver, en fait. C'est ce qu'a dit McMahon, d'ailleurs. Laisser des flotteurs à Bam Adebayo. C'était, je crois, dans un article de NBA.com. C'était écrit, je crois que c'est Josh Schumann qui expliquait ça. Personne te bat en NBA avec des flotteurs, à part Jokic et Kevin Durant, en fait. Personne te bat avec des flotteurs. Donc, laisser des flotteurs à Bam Adebayo. Alors, il a pris ses responsabilités, mais c'était clairement le plan de jeu de... Enfin, Bam Adebayo shoot pas 25 fois s'il n'y a pas en face une volonté de le faire shooter. Donc, il a été agressif, mais c'était une agressivité qui était un peu artificielle parce qu'elle était un peu créée ou en tout cas construite en partie par les Nuggets. Personnellement, je trouve. Ouais. Je pense que la vérité est entre les deux. Vous avez tous les deux raison, d'une certaine façon. C'est qu'effectivement, les Nuggets, ça faisait partie de leur plan de jeu en se disant, bon, bah, si c'est Bam qui prend 25 shoots, on est prêt à vivre ou mourir avec ça. Mais d'un autre côté, peut-être le côté positif, c'est que ça a dû rassurer Bam, qu'on a vu hésitant avant ses playoffs, bon, qui nous a rassuré tout du long des playoffs, mais un Bam Adebayo qui, quand il commence à avoir du mal offensivement, peut être un peu hésitant, peut moins prendre de tirs, moins avoir tendance à post-up. Et peut-être que ce Game 1 l'a mis en confiance pour ses finals en se disant, je peux jouer, je peux mettre les tirs, je peux punir les Nuggets. Donc voilà, depuis tout à l'heure, il y a la tentation de parler des adaptations, donc allons-y tout de suite. Ça va être de toute façon le fil rouge de ces podcasts tout au long des finals. Si on se voit tous les 2 matchs, on va parler des changements qui ont lieu match après match. Donc, Madiane, je vais me retourner vers toi. Comment, dans un premier temps, puisque évidemment on va pouvoir tout détailler, mais comment
Pour toi, le Heat a retourné l'avantage. Est-ce que ça part justement par cette idée déjà de physicalité? Tu as commencé à évoquer de la problématique Aaron Gordon, de Jimmy Butler qui était dessus. Le changement dans le 5, on a vu par exemple avec Kevin Love dans le 5, c'est pour permettre de mettre par exemple à Jimmy Butler du coup sur Jamal Murray et de répondre notamment à la problématique des rebonds. Je te lance par là, mais tu peux aller ailleurs. Non, mais c'est exactement par là où je vais aller. Justement, Kevin Love a été mis sur Aaron Gordon. On a laissé du coup le match-up Nikola Jokic, Bam Adebayo, bien évidemment. Et Butler a été déporté du coup sur Jamal Murray et sur les extérieurs. Et ça a causé pas mal de soucis. Et notamment, un des soucis, avant de parler du fait que ça a permis de mieux museler Jamal Murray, de décider de laisser Jokic avoir ses opportunités face à Bam Adebayo en se disant de toute façon on ne peut pas le stopper, donc ça ne sert à rien de venir doubler ou de venir essayer d'aider Bam Adebayo parce que on a bien vu sur le game 1 que quand on essaye d'aider sur un Nikola Jokic, il sait trouver ses partenaires et c'est pas forcément mieux. Ils ont décidé de vivre ou mourir par la main de Nikola Jokic, mais de ne pas laisser Jamal Murray prendre le jeu à son compte. Et ils ont aussi beaucoup plus exploité du coup les failles d'Aaron Gordon, qui est un attaquant décent lorsqu'il a un avantage sur son match-up. Mais face à un Kevin Love, il ne sait pas se créer un avantage suffisant, malgré le fait que Kevin Love n'a jamais été un énorme défenseur, et il n'a pas la capacité de création de tir suffisante pour punir le fait que Kevin Love lui laisse beaucoup d'espace, notamment derrière la ligne. Donc ça lui permet d'anticiper les déplacements d'Aaron Gordon et de pouvoir le contrôler sans forcément y mettre énormément d'efforts et pas se faire exploiter. Donc ça c'est extrêmement intéressant et ça résout beaucoup des problèmes du Heat. Et l'autre point sur ce game 2, c'est que les Nuggets ont beaucoup donné le bâton pour se faire battre dans le premier et dans le troisième quart-temps, avec des rotations défensives absolument approximatives et impardonnables pour ce niveau de finale NBA. Il y a un nombre de rotations qui n'allaient pas, et là par contre je me pose de sérieuses questions sur comment est-ce qu'ils ont préparé ça, parce que ils étaient perdus dans le premier quart-temps et c'est la seconde unité qui a ramené du sérieux dans les rotations défensives des Nuggets. On va en parler, je pense qu'il y a quelques explications, mais avant que je me lance dans une grande dissertation, je vais me retrouver vers mes autres camarades. Tiens, Gabin, c'est pour toi. Est-ce que toi aussi, tu as vu cette chose qu'a dit Madiane, qui a un peu fait tiquer Spoelstra en conférence de presse, qui est peut-être un peu plus nuancée que ce qu'on a l'air de croire, voilà, le Heat aurait décidé dans le Game 2 de vivre ou mourir avec Jokic le scoreur plutôt que Jokic le passeur, même si c'est peut-être pas aussi simple que ça. Comment tu l'as vu, toi? Et est-ce que c'est cet axe principal qui est pour toi le changement, la bascule sur ce Game 2? J'ai pas compris la déclaration de Spoelstra, pourquoi il s'est énervé. Alors, c'est du homme-homme, mais c'est pas des 1 contre 1 face à Jokic. Il y avait tout le temps quelqu'un un petit peu près pour aider. Ou il y avait tout le temps un jeu d'écran. Donc, il était pas en 1 contre 1. Mais sa réaction de s'énerver parce qu'on lui dit, vous avez préféré laisser Jokic scorer. Là, je trouve que c'est plutôt vrai. Donc, je sais pas si vous pourrez me dire si vous avez compris ce qui s'est passé, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu une manière d'attirer l'attention pour ne pas dévoiler ses secrets. J'espère que c'est ça, parce que t'as pas forcément envie de parler de tes ajustements si tu dois encore gagner 3 matchs derrière. Donc je sais pas, mais oui, c'est vrai que le match-up Butler sur Murray, il fait très mal. Et donc ça va être un des gros challenges du Game 3, c'est comment, maintenant qu'on a vu que Spoelstra a trouvé une solution pour aller cibler Murray en défense, comment est-ce qu'on va faire pour cacher Jamal Murray. Pour l'instant, j'ai pas de solution, mais on va voir si les Nuggets ont un grand coaching staff ou pas au match 3. Et sinon, vous parlez des erreurs défensives, mais oui, c'est criant. En fait, il y a eu un jeu d'écran en attaque pour Miami, avec ce qu'ils n'avaient pas fait, par exemple, 2 écrans à la suite par moment. Et on a senti les Nuggets perdus sur beaucoup d'actions. Et c'est des erreurs qui sont impossibles à faire en finale NBA. Et j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais Michael Porter Jr., je suis désolé Madiane, mais parlons-en, sur ce match, il est catastrophique des 2 côtés. Et pour revenir là sur les erreurs défensives,
il y a une séquence qui m'a choqué. Enfin, déjà, il est en retard à plein de moments, il pense pas à les défendre. Et il y a une séquence où il y a un jeu sous le panier, il se passe 3-4 secondes avant qu'il réalise que son joueur qui doit les défendre, c'est Gabe Vincent qui était tout seul à 3 points de l'autre côté du terrain. Ah, Et je la la vois. séquence, la séquence, elle est totalement lunaire parce que il est perdu, il regarde le jeu se faire. La passe va à Gabe Vincent qui shoot et lui il réagit mais 1000 fois trop tard. Et je me dis en saison régulière sur un back-to-back où t'es fatigué, ça peut arriver, mais en finale NBA, ce manque d'application, je trouve très grave. Et sinon, Ouais. des erreurs sans écran. Genre, je pense à une séquence où t'as Duncan Robinson quand il commence à être chaud, qui reçoit le ballon à 3 points. Jeff Green qui monte sur lui, qui a pas les bras en l'air. Il dit mais tu sais qu'il va te shooter dessus. C'est ce qu'il a fait à ce moment-là. Et Mais le pire, c'est que vraiment là-dessus, le problème, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit le coaching staff qui soit responsable de ce qui se passe. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient des joueurs. Pourquoi? Parce que la seconde unit a parfaitement exécuté toutes les rotations défensives. c'est vrai. C'est vraiment la première unit dans son intégralité qui a été la pire sur ce niveau. Et c'est vraiment de l'implication. Je n'ai pas compris. Et ça, je trouve que c'est vraiment inadmissible à ce niveau de jeu. Surtout quand on voit le résultat qui est vraiment très serré. Il y a eu beaucoup trop de choses données facilement. On peut parler du quatrième quart-temps tant qu'on veut. Mais si les Nuggets sont impliqués dans leur rotation défensive, tu ne te retrouves peut-être pas dans cette situation dans le quatrième. Il y a de l'application, mais j'ai envie de dire qui est quand même provoquée par le hit. Alors tu l'as dit, Gabin, il y a eu beaucoup plus de double screen, mais aussi des fois pour un peu gêner l'aide des screens de côté faible, côté opposé, pour que certains joueurs des Nuggets, parce que quand même dans le 5 des Nuggets, Michael Porter, donc on l'a cité, mais aussi Jamal Murray et Jokic ne sont pas des défenseurs naturels, on va dire ça comme ça. Donc ils sont plus ou moins rigoureux dans leur système. Ils se sont habitués. Sur le Game 1, on a beaucoup vu, évidemment, Jokic en drop, assez basique comme défense. Ils avaient leur répétition, ils étaient prêts. Lui, est arrivé avec 2-3 variantes pour les gêner à ce niveau-là, en jouant un peu plus vite pour les forcer à faire à prendre des décisions plus rapides sur pick and roll. Quand aussi, alors on l'a toujours pas évoqué, mais le changement majeur qui est le changement un peu inexplicable avec le fameux même maintenant chez Dunk Hebdo autour du message de Ben dans la conversation, inexplicable de la réussite des shooters du 8. Mais quand les shooters du 8, contrairement, on l'évoquait tout à l'heure, je crois que c'est toi qui l'as dit, Gamin, qu'au Game 1, la défense des Nuggets pouvait se permettre d'arrêter de respecter certains shooters. Et donc forcément, tu fermes beaucoup plus facilement sur les pick and roll. Là, il pouvait plus. Et donc, il commençait à avoir peur. Duncan Robinson, c'est l'illustration parfaite. Il ne savait même plus comment le défendre entre quand il va faire ses curls à l'opposé, un espèce de système qu'on voit plusieurs fois. Alors, des fois, il va chercher le end-off, il va tirer au-dessus. Des fois, il va curl pour aller cut. Des fois, justement, il finit son curl, le défenseur aide, ça libère. Il me semble que c'est Gabe Vincent qui est dans le corner à un moment. J'ai une action en tête comme ça. Ouais. Voilà, c'est la réussite aussi du hit qui a commencé à gêner ces joueurs des Nuggets qui ne sont pas les défenseurs les plus instinctifs, j'ai envie de dire. Ben, on t'a pas encore entendu sur ce sujet, et celui de la physicalité aussi, c'est les deux axes principaux pour l'instant qui ont l'air de se dégager. Quoi rajouter? C'est Mike Malone qui expliquait que dans leur séance vidéo après le match, il a identifié 17 clips ou 17 actions qui ont mené à 40 points du hit sur des erreurs mentales du côté des Nuggets. C'est pas très surprenant. Il y a tellement d'exemples à citer. Moi, je pense qu'aussi, on voit deux choses. D'abord, pour, par exemple, le cas Michael Porter Jr., Michael Porter Jr. fait un match 1 assez bon défensivement. C'est un mauvais défenseur, il y a de la variance en fait dans ses performances défensives. Et en l'occurrence, sur le match 2, sa performance défensive a été apocalyptique. Même chose pour Jamal Murray. Il y a beaucoup de fois, en fait, ils ont été perdus. Je vais pas reprendre tout ce que vous avez dit. Et ça revient à un point qu'on avait évoqué durant nos previews, c'est que c'est une attaque qu'ils avaient pas joué. Ils ont joué beaucoup d'attaques statiques. L'attaque des Suns, c'est une attaque qui avait beaucoup de responsabilités sur 2 joueurs. L'attaque des Lakers avait beaucoup de responsabilités sur le porteur de balle LeBron James et sur Anthony Davis à la finition. Ils ont pas joué d'attaque vraiment comme ça en mouvement. Et puis dernière chose, alors oui, les erreurs mentales sont inadmissibles, mais pour moi, il y a depuis 2-3 jours, on fait le procès de la défense de Denver. Je rappellerai la stat que j'avais donnée dans les previews, c'est la meilleure attaque depuis les Cavs de 2017. Le fonds de commerce des Nuggets, c'est marquer des points. Donc, alors oui, ils doivent jamais faire des erreurs mentales à ce niveau-là. Et du côté du 8, certains des ajustements dont Kevin Love leur a permis
au Heat de mieux défendre les Nuggets. Mais le problème des Nuggets, c'est qu'ils ont pas assez scoré sur la fin. Leur problème, c'est pas la défense, tout simplement. Et du coup là-dessus, c'est là où l'un des ajustements du Heat sur le quatrième quart-temps est super intéressant, c'est qu'ils ont joué une défense de zone 1-3-1, donc avec un joueur chargé de garder le porteur de balle, en fait toute la zone centrale face au panier à 3 points, 2 joueurs sur les ailes, un joueur qui doit venir couper toute pénétration et un joueur qui doit assurer à la fois de couvrir les passes dans les corners et du coup sous le cercle. Ce qui est très intéressant dans cette défense, c'est qu'en fait, ils s'en sont servis notamment pour rendre difficile l'accès au ballon à Nikola Jokic. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, ils ont accepté de plutôt laisser un Jokic dans une version scoreur scorer, mais ils ont aussi tenté de le limiter, non pas en se disant, bah, une fois qu'il a la balle, il va nous défoncer, donc faisons en sorte que ce soit difficile de lui transmettre la balle. Et là où c'est intéressant, c'est que dans certaines possessions du quatrième, en fait, il y a eu des problèmes de shot clock côté Nuggets parce qu'en fait, ils avaient du mal à s'adapter à cette variante de la défense en zone qui a été très bien exécutée par le Heat. Et ça, c'est un des éléments défensifs du Heat qui est venu aussi enrayer l'attaque des Nuggets sur ce quatrième. Alors, ils ont été enfin en attaque, mais c'est presque difficilement explicable et difficilement analysable rationnellement, cette réussite insolente dans le quatrième, parce que bon, elle arrive. Par contre, défensivement, il y a des choses qui ont été travaillées, qui ont été très bien exécutées du côté du Heat. Pour illustrer cette différence du quatrième quart-temps, c'est John Schumann que tu citais tout à l'heure, Ben, qui bosse pour NBA.com, qui a sorti un tweet avec le différentiel de points du Heat par quart-temps dans les playoffs. Donc ils ont joué 20 matchs de playoffs. Premier quart-temps, -1. Deuxième quart-temps, -11. Troisième quart-temps, -12. Quatrième quart-temps, +90. Voilà. Donc, effectivement, on est sur quelque chose d'à peu près surréaliste, hein, on va pas se mentir. Alors, niveau surréalisme, le Heat a mis 36 points en 19 possessions, ce qui leur fait un petit ratio de 189,5% possession dans ce quatrième quart-temps. C'est le quatrième quart-temps le plus efficace de toute équipe dans n'importe quelle partie dans les 2 dernières saisons. Donc voilà, effectivement, bon, il y a ces intangibles, j'ai envie de dire, du Heat. On aura sûrement d'autres stats à sortir ici et là, j'imagine que vous en avez dans les notes. Mais ça m'intéresse, Madiane, ce que tu as dit autour du cas Jokic, où on a beaucoup insisté sur, donc oui, Jokic en tant que scoreur. Mais du coup, si Jokic n'est pas le créateur dans cette offense, même si il a que 4 assists, il faut aussi le dire, parce que pour avoir des assists, il faut que tes coéquipiers mettent les paniers. Donc quand ils en râlent certains qu'ils mettent d'habitude, forcément, ça baisse les statistiques. Michael. Voilà, notamment Michael Porter Jr., mais pas que lui. Il fait son pire match des playoffs, Michael Porter Jr. On peut pas tout mettre dessus non plus. Mais ce que je veux dire, et ce que tu soulignais, ce que ça m'évoquait en filigrane, et je vais vous relancer dessus, je vais te relancer Gabin, c'est que du coup aussi, ça dit que si Jokic est le finisseur, ce n'est pas lui le créateur. Et donc tu laisses la responsabilité de la création de l'attaque des Nuggets, et on l'a dit, c'est notamment leur force, Ben l'a dit, c'est censé être leur force, la responsabilité de la création aux autres joueurs des Nuggets. Jamal Murray est un très bon créateur pour lui-même, même si c'est un passeur correct. Les autres, c'est beaucoup plus limité. KCP met des catch and shoot, mais on va pas lui demander beaucoup plus que ça. Michael Porter Jr. est un créateur pour lui-même, mais là, c'était pas son meilleur match. Et Aaron Gordon, on l'a très bien dit tout à l'heure, je crois que c'est toi qui le disais, Madiane, c'est un finisseur. Donc à partir de là, ça s'enraye également. Quand ce n'est plus Jokic le créateur, l'attaque des Nuggets est un peu plus en panne, et on l'a vu dans le quatrième quart-temps. C'est pour ça qu'ils ont trop bien joué à couper les lignes de passe. Et pour vous donner une idée d'à quel point ils ont réussi à bloquer le jeu offensif des Nuggets, les Nuggets sur les playoffs, ils sont à 11,8% de turnover pourcentage. Donc c'est le nombre de possessions qui finissent en perte de balle. Sur le game 2, ils sont à 16,3%. C'est colossal. Et en fait, en jouant comme ça, en coupant un peu la vie à Jokic et en coupant ses liens avec tous ses coéquipiers, on a vu une attaque qui pouvait avoir une faille. En fait, la meilleure attaque des playoffs. Je suis très content d'avoir vu ce match parce qu'elle n'est pas infaillible. Et en fait, cette attaque sans Jokic a pu marcher avec la seconde unit en première mi-temps, menée par Bruce Brown et Christian Braun, le rookie. Et elle a marché grâce à l'intensité défensive, ce que n'a pas pour moi le starting five. En fait, on a vu une séquence complètement folle, par exemple, avec Christian Braun qui arrive à faire 2 interceptions, derrière qui lâche à Bruce Brown qui est démarqué, gros dagger,
la salle qui exulte, le 5 de départ des Nuggets que Malone adore et qui joue exclusivement quasiment tout le temps ensemble, je les vois mal avoir ce genre de séquence défensive où ils peuvent totalement renverser le jeu. Et du coup, je suis vraiment extrêmement curieux de savoir ce qu'ils peuvent faire dans le Game 3 pour débloquer un peu tous les coéquipiers de Jokic lui-même, et trouver des solutions pour refaire fonctionner cette attaque. Ouais. Alors, on va se projeter sur le Game 3 à la fin du podcast, mais Ben, on n'a pas encore très entendu sur cet autre aspect, voilà, de l'autre côté du terrain des Nuggets. Est-ce que toi, tu as des explications justement à cette attaque qui a semblé plus friable, on va dire, même si on est sur de l'offensive rating. Alors, j'ai plus les stats, je l'avais quelque part dans mes notes, je ne les retrouve pas, mais ça va encore du côté Denver. Mais dans le 4e quart-temps, on a un peu toussé, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils font face, comme l'a dit Madiane, à une équipe qui réalise un carton historique. Rappelons que cette stat du différentiel de mémoire, c'était ESPN qui avait sorti la stat du différentiel dans les 4e cartons, le top 3 dans l'histoire des playoffs, il y a aussi le hit de 2020 en fait. Donc en fait, on a l'impression de revoir un peu le même film au niveau des fins de carton, des fins de match qui sont réussies. Les zombies, tout simplement. Alors par rapport à ce qui s'est passé, sans griller la partie ajustement, moi je comprends pas pourquoi à un moment Mike Malone ne demande pas à Jokic de remonter le ballon. Parce qu'en fait, en plus, l'ironie du sort, c'est qu'en face, c'est le Heat et que Bam Adebayo fait ça parfois de remonter la balle. Jokic est capable de le faire et si tu y remontes la balle, même si sur séquence, le Heat a fait une presse tout terrain, je pense pas que tu puisses le faire et avec la qualité de passe de Jokic, c'est prendre beaucoup de risques de le faire. Première chose. Deuxième chose, ce qui a bloqué aussi les Nuggets, on en a un peu parlé avec la partie Kevin Love, c'est qu'il y a un deuxième, entre guillemets, protecteur de cercle. Alors Kevin Love est loin d'être un bon défenseur, mais au moins, il y a plus ce déficit de taille qui a été rédhibitoire pour les Nuggets pour le Heat, une bonne partie du premier match. La problématique du deuxième protecteur de cercle, on en parle parfois, c'est quelque chose qui s'active très tard en playoff, mais face à des équipes qui, et c'est le cas des Nuggets, peuvent désarmer ton premier protecteur de cercle avec notamment Jokic au large, c'est très important d'en avoir un. Et à plusieurs reprises, notamment face à notre ami Michael Porter Jr., eh bien Kevin Love a juste levé les bras, mais lever les bras dans un match, alors que dans le match 1, il n'y avait rien eu en termes d'opposition, ça fait une grande différence. Pour terminer, Michael Porter Jr., il faut en parler parce que non seulement il n'est pas en réussite sur les 2 premiers matchs, mais ça fait 4 matchs qu'il met rien. Il est à 10 sur 37 sur les 4 derniers matchs. Il est pas bon. Et il y a un moment pour les Nuggets, pour maintenir cet équilibre offensif, tu es obligé d'avoir un Michael Porter bon. Et puis pour terminer, sans faire un monologue, l'ajustement Butler sur Murray, il y a aussi une question de puissance qui devient très intéressante. Jamal Murray a tendance parfois aussi à jouer avec un peu avec l'épaule, à se créer du contact comme ça. Il ne peut pas faire ça contre Jimmy Butler. En fait, Jimmy Butler est beaucoup trop puissant. Donc, cet ajustement-là fait assez mal aux Nuggets parce que il a pu, par exemple, si on compare au tour précédent, il a pu s'amuser face au guard adverse. Jamal Murray, il peut pas faire ça contre un Jimmy Butler. Donc, beaucoup de questions. Moi, sans griller la fin, je m'inquiète pas tellement parce que on fait ce constat-là, ils sont à un shoot de Jamal Murray d'aller en prolongation. Donc, Ah bah tiens, je vais en profiter de ce 1 shoot de Jamal Murray. Je le glisse comme ça, comme je le glisserai à chaque fois en bon vieil européen aigri. Quand on est à +3, il faut faire faute à un moment, les gars. Parce que même si c'est très bien défendu par Jimmy Butler, je pense que quand tu es à -3, t'es les Nuggets, tu te retrouves avec ce step back de Jamal Murray. C'est à peu près le shoot que tu veux, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est capable de le mettre. Et voilà. Mais bon, c'est la mentalité américaine et cette volonté de jouer jusqu'au bout sans prendre de temps mort en plus de laisser cette dernière offense. C'est aussi le spectacle de la NBA. Tu veux rajouter quelque chose, Ben? Ça, le truc du temps mort, on a critiqué Budenholzer, McMahon va pas passer à travers les gouttes. Tu peux laisser le flow du match, mais il y a un moment, quand ça marche pas là, quand tu peux te dire, ok, je prends pas temps mort pour profiter du déséquilibre adverse. Mais une fois que la première tentative, en tout cas le premier set ne marche pas, pose temps mort. Il resterait quoi 6 secondes, c'est possible. Je comprends pas je pense qu'il compte. Il y a un 4e quart, il a Jamal Murray qui vient de mettre des gros shoots. Il se dit, je veux le laisser dans le flow, mais c'est sûr que c'est une question qui se pose des deux côtés, voilà, parce que les deux coachs ont décidé de pas trop prendre de temps mort et de laisser venir, et c'est vrai que peut-être que ça s'explique plus facilement quand tu es du côté de Spoelstra, de l'équipe qui gagne. C'est quand même plus simple de se dire, je suis dans la bonne dynamique. Mais pour revenir, avant de parler des ajustements finaux et de peut-être ce qu'on peut attendre sur la suite, sur le Game 3, sur la défense du Heat aussi,
une stat que j'avais vu passer, je crois que c'était Azmatla NBA qui l'avait mis sur Twitter, la contestation des tirs des Nuggets. C'est-à-dire que dans toute leur campagne de playoff contre l'Ouest, les Nuggets ont eu, voilà, ça y est, j'ai retrouvé la note, je l'ai, c'est bien Azmatla, tout va bien. Ont eu donc face à l'Ouest, ils ont pris des open ou wide open 3 points par match, ils en ont 26 et ils sont à 13 à 40% pour open, 13 à 38% pour des wide open. Sachant que donc face au Heat, en par match, hein, ils sont à 9 par match en wide open, donc 4 de moins, et donc à 44%, c'est-à-dire qu'ils shootent mieux sur les wide open, et ils en ont 10 par match, donc 3 de moins les open à 38%, donc c'est à peu près la même chose. Mais donc ça fait là-dessus 19 par rapport à 26, il y a 7 3 points ouverts ou grands ouverts qui prennent en moins. C'est-à-dire que la défense du Heat, alors c'est quelques zones, tu l'as dit Madiane, il y a 2 types de zones. Hein. Des fois ils sont en 2-3, des fois ils ont cette espèce de 2-2-1, enfin selon comment on la découpe. Mais en tout cas, ils sont très rigoureux sur la contestation et ça joue sur les réussites de Michael Porter que tu as cité Ben, mais donc aussi nécessairement de KCP et donc des shooters attitrés, on va dire, du côté des Nuggets. On commençait à en parler, allons-y, de ce qui est possible, de l'inquiétude, des adaptations qui risquent d'encore y avoir, parce que le hit, c'était pas non plus extrêmement parfait. Donc allons-y dans l'ordre, j'y vais de gauche à droite sur mon écran. Madiane, toi, qu'est-ce que tu vois arriver pour les games 3 et 4, puisqu'on se retrouvera encore une fois après 2 matchs? Est-ce qu'on est inquiet pour les Nuggets? Pas encore. Comment on sent la suite? Est-ce qu'on se reverra à 2-2 quoi, finalement? Je pense qu'on se reverra à 2-2. Moi, ce que je vois, c'est que déjà, il y a un travail profond et de fond à faire. Et je pense que Malone a bien ciblé en disant j'ai vu beaucoup de paniers faciles donnés et de tirs faciles donnés au hit. Et c'est vrai. Il faut aussi se rappeler que quand tu donnes des tirs faciles à une équipe, forcément, elle peut se mettre en rythme. Et du coup, t'en caler des moins faciles dans la suite du match. Donc, il est important qu'ils règlent leurs problèmes de rotation et ces Surtout problèmes ce de hit. communication, surtout contre ce hit. Moi, ce que je vois comme ajustement, c'est quelque chose que j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas essayé. C'est de remettre un peu d'énergie aussi dans ces moments-là, notamment dans le 4e avec un Christian Brown qui a fait vraiment un excellent travail par petites séquences. Et je pense que vu qu'on voit qu'il n'a pas froid aux yeux et que ça l'impressionne pas ce qui se passe, on peut le remettre parfois. Il n'a joué que 2 minutes dans le 4e quart-temps alors que ça se passait relativement mal et que tout le monde était en train de prendre feu. Avoir quelqu'un dans l'énergie, notamment du coup sur les guards adverses, ça peut être quelque chose d'intéressant et je pense il ne faut pas hésiter à lui mettre quelques petites minutes en plus, pas trop, hein. Il faut pas compter sur lui pour venir te sauver, mais il est capable aussi de venir perturber le jeu du hit et un peu casser la dynamique en apportant un peu de fougue que vont manquer un peu, ben forcément un backcourt KCP avec Jamal Murray, c'est pas là où tu vas les attendre et du coup je pense qu'il apporte quelque chose de différent qui aurait peut-être plus enrayé, donc j'espère que Malone pourra l'inclure un peu plus dans les moments chauds du match et les moments un peu difficiles, notamment défensivement. Et après offensivement, bah, va falloir un peu mieux faire, va falloir aussi un peu mieux bosser. Comment est-ce qu'on fait pour passer une défense en zone qui passe comme dans le 4e en 1-3-1 avec peut-être du coup un Jokic porteur de balle. Du coup, ben forcément, tout le principe de ta zone 1-3-1 tombe à l'eau parce que le mec qui te remonte la balle, c'est c'est le mec dont tu dois couper l'accès à la balle et ça peut être extrêmement intéressant. Très bien, donc voilà la preview version Madiane. Gabin, comment tu vois, toi, les adaptations? Est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu veux souligner? Est-ce qu'on reste quand même assez confiant pour les Nuggets globalement? Alors, confiant, mais il y a du taf. Madiane, t'as un peu parlé de l'attaque. Moi, c'est pour la défense des Nuggets. T'as les erreurs évidentes, enfin qui sont des erreurs de jeu, clairement, des joueurs inattentionnés, perdus, qui ont pris des paniers. Ça, c'est évident que ça va être corrigé. Par contre, il y a un vrai problème de fond. C'est que Nikola Jokic, quand le hit joue sur des écrans, ne remonte pas assez haut sur l'écran. Il reste assez bas dans sa raquette. Ce qui fait que ils ont pris pas mal de shoots à 3 points. Et on sait que sur le match 2, le hit était en capacité de mettre des shoots. Ils ont mis des shoots parce que le joueur qui a pris l'écran était tout seul pendant que Jokic était en bas dans sa raquette. Il faut que Malone trouve une solution pour défendre ces shoots-là. Parce que contre ce hit, faut arrêter de se dire que c'est de la chance. Tu ne peux plus
laisser ces joueurs-là ouverts. Sur le match 1, ils l'ont fait. Sur le match 2, tu ne peux plus le faire. Donc, quelle solution tu peux mettre en place pour que Jokic reste dans ta raquette et que d'autres joueurs viennent défendre? Et de l'autre côté, je me dis que ça devrait dérouler tout seul, vu que Jokic va, comme vous l'avez dit, remonter la balle, retrouver ses libertés offensives avec les autres joueurs, et les autres joueurs devront être plus menaçants. Je pense à Murray devrait trouver des solutions avec des jeux d'écran, et surtout Michael Porter Jr. Je ne le vois pas faire cette série en termes de scoring pendant les autres matchs. Là, il a mis 11 points. Pardon, n'importe quoi. 5 points sur le game 2. C'est impossible de mettre moins de points pour lui, à mon avis, sur un game 3, 4, 5. Il va forcément faire mieux. Et c'est pour ça que je dis, là, les Nuggets se sont fait un peu avoir sur ce game 2. C'est impossible pour eux de faire moins bien offensivement, à mon avis. J'ai envie de te dire, comme on a dit à peu près à tout l'Est sur ces playoffs, attention à c'est impossible que ça continue ainsi. Avec ce hit, compter sur ce type de statistiques, c'est peut-être un peu dangereux. Et effectivement, peut-être plus commencer à penser aux ajustements. Alors, tu parlais de la défense en drop, notamment de Jokic sur les pick and roll. Donc Jokic qui descend, tu es un peu obligé. Nikola Jokic n'a pas la mobilité pour jouer un edge. Et justement, ils ont commencé à trop... j'ai quelques séquences de 4 en 4 en tête, ou à trop respecter même Butler, où ils ont tenté des edges sur Butler, ou sur Kyle Lowry de 2023, messieurs. Tout Kyle Lowry il fait tout à fait son taf, hein, mais on est quand même plus sur un Kyle Lowry qui va te tirer dessus à 12 mètres. Je pense qu'ils ont peut-être un peu trop respecté, ou au contraire qu'ils ont eu trop peur, parce que les shooters de 8 ont commencé très fort avec Max Strus qui est passé de 0 sur 10 je crois qu'il fait un premier carton à 4 sur 5, un truc comme ça. Enfin, c'était un premier quart très 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 solide, et le Denver a peut-être eu un peu trop peur au fur et à mesure et a perdu justement sa rigueur, avec bien sûr bien aidé en mal par l'attaque du hit qui a redoublé les écrans, on le disait un peu plus tôt. Ben, toi, comment tu vois tout ça? De quel côté est-ce que les ajustements principaux doivent se faire, notamment du côté des Nuggets? Évidemment, on se tourne du côté des Nuggets dans un premier lieu, je pense qu'on pourra reparler du hit quand même, mais parce que c'est eux qui viennent de perdre le dernier match. Exactement. Puis ce sont les immenses favoris, on l'avait dit dans la preview. Je vais réagir à mes chers camarades. Alors, Christian Braun, moi je suis sceptique pour deux choses. Alors d'abord, on l'a dit, les Nuggets sont une machine très bien huilée au niveau des rotations. Leurs rotations sont assez fixes, et Mike Malone utilise plus ou moins la même recette depuis le début des playoffs. Première chose. Deuxième chose, un rookie en finale NBA, rester avec la même recette a peut-être peu de potentiel d'explosion, c'est-à-dire que tu seras peut-être pas surpris par ce qui va se passer, mais un rookie qui passe complètement à côté d'une séquence, c'est possible sur des finales NBA, et c'est dévastateur, parce que face à ce hit-là, si sur une séquence de 5 minutes, il fait n'importe quoi, tu peux vraiment te mettre dans une sauce pour un match. Première chose. Deuxième chose, par rapport au pick and roll, tu l'as dit, Adrien, moi, j'aurais tendance à continuer avec ce drop-là, parce qu'on l'avait dit dans la preview, ce qui peut faire peur aux Nuggets, c'est vraiment de mettre Nikola Jokic dans l'espace, qui continue à faire du drop, surtout sur Jimmy Butler, en fait. Tu as dit, Adrien, pourquoi tu es aussi agressif sur Jimmy Butler? Perso, j'ai pas compris. Pour ce qui est des shooters du hit, alors oui, ils vont nous refaire 1 ou 2 matchs comme ça. Ils en sont déjà à 6 matchs sur ces playoffs, à plus de 45% de réussite, et sur plus de 20 tirs à 3 points. Pour vous donner un titre de comparaison, le record dans l'histoire de la NBA, c'est 8. Ils sont déjà à 6. Hein. Et le 8, c'est les Cavs de 2017. J'en ai une autre dans le même style, je t'interromps 2 secondes. En termes de prise de 3 points et de réussite, les Warriors 2017, donc on parle de Curry, Clay, KD. Je cite les 3 joueurs exprès. 151 sur 364, 41,5% de réussite. Heat 2023, je vais citer 3 joueurs également. Vincent, Martin, Robinson, 135 sur 314, donc pour l'instant ils ont pris 53 points de moins, ça va aller vite. Donc 135 sur 314, ça fait 43%. Donc voilà, Gabe Vincent, Caleb Martin et Duncan Robinson sont de meilleurs shooters à 3 points que Curry, Clay et KD en 2017. Voilà, une stat surréaliste de plus. Et puis les stats, ce qu'il faut comprendre avec les stats du 8, c'est qu'en plus, si tu retires leur série contre les Knicks, ça devient lunaire. C'est encore plus lunaire en fait, parce que la série contre les Knicks, c'est une aberration. Ils ont mal shooté. Ils ont mal shooté. Tu vois. Dernière chose, je n'exclurai pas, alors je le souhaite pas, hein,
moi, je n'exclus pas que Michael Porter Jr. fasse des finales catastrophiques. On a Oui. déjà eu des exemples, historiquement, d'un mec qui fait des finales cataclysmiques, en fait, où il tire à 25% pendant toutes les finales. Et ça, pour les Nuggets et leur équilibre offensif, ça serait vraiment un très gros problème. Vas-y, Yann, je t'en prie. On sous-estime le potentiel de destruction de Michael Porter Jr. Pour s'aborder sa propre équipe. Et vraiment, je porte un grand amour à ce joueur. Mais il faut faire attention. Et là où Ben, je suis pas d'accord avec toi. Ok, relancer un rookie, c'est risqué, mais sur le peu où on l'a vu, c'était quand même plutôt convaincant. Et quand en face, c'est autant en feu, autant sortir, autant un peu baisser les minutes de Michael Porter Jr. et essayer autre chose pour un peu mieux contester les shooters. Moi, je trouve que ça ne fait pas trop de mal dans ces séquences parce que de toute façon, il y a déjà le feu. Le rookie va pas amener la bonbonne de gaz, il y a déjà le feu, donc autant essayer quelque chose. Moi je suis très peu partisan de j'aime pas par exemple pareil Budenholzer, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, où j'ai mon plan A et si ça marche pas, mais de toute façon c'est mon plan A. J'ai beaucoup de mal avec le jusque boutisme. Mais c'est une préférence personnelle et je pense quand même que quand un joueur ça ne va pas, il a beau avoir été titulaire toute l'année, tu peux pas le laisser continuer à te saboter. J'ai envie de faire le médiateur. J'ai envie de dire attention peut-être aussi à la surréaction. C'est la même chose. C'est-à-dire que bon, ils viennent d'en perdre un. Ils viennent de perdre leur premier match à domicile de tous les playoffs avec une anomalie, même si oui, sur ces derniers matchs, il y a une forme qui semble se répéter chez MPJ, mais une anomalie, on va dire quand même de leur côté. Je parle pas du hit. Le hit, c'est plus une anomalie maintenant. On a compris. Je parle pour leur attaque à eux du côté des Nuggets et leur réussite, notamment celle de Michael Porter Jr. Mais peut-être que voilà, tu peux garder en tête une idée de remettre Brown si jamais il y a le feu, comme tu étais en train de dire, oui. mais ne pas peut-être pas partir du principe non plus faut qu'il pas y a déjà le feu. Oui, voilà. Non, faut lancer tes mêmes titulaires à l'entrée du Game 3, on est tout à fait d'accord. Oui, si jamais il y a le feu, bah oui, 15 minutes. Hein, je le vois pas jouer plus de 20 minutes, hein, même dans le meilleur scénario, c'est compliqué de faire jouer. Excuse-moi Ben, je me fais un peu l'avocat, mais c'est vrai que Brown est bon sur le très peu de minutes qu'il a eu et c'est peut-être justement aussi par rapport à responsabilité et le temps de jeu qu'on lui donne qu'il est bon et si tu l'augmentes, peut-être que tu as un risque que tout s'écroule. Donc c'est effectivement un équilibre à trouver. Et si je devais rajouter 2-3 choses aussi pour moi, je pense que Jamal Murray doit aussi faire mieux. On l'a relativement épargné sur ce Game 2. On parle très souvent de Jamal Murray et à juste titre quand il fait des matchs surtout au shot-making de niveau all-time, c'est-à-dire que parfois il fait des matchs Jamal Murray où peu de monde peut sortir ce genre de performance. Il faut aussi souligner quand il fait des moins bons matchs, même s'il y a quelques bonnes séquences au sein du match 2, qui met quelques gros tirs à la fin, donc on a envie de se rappeler que oui, c'est lui la grosse arme du pull-up en fin de rencontre. Puis tiens Ben, je te laisserai peut-être parler de cette histoire-là, mais tout au long du match, à la fois en termes de tir, mais aussi en termes de création pour les autres, c'est-à-dire que oui, quand l'accès à Jokic est coupé parce que le Heat réussit une bonne défense, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de trouver les bonnes passes, les bons tirs, les coéquipiers, les drives d'Aaron Gordon. Et justement, voilà, c'est mon dernier point moi, que j'aimerais voir du côté des Nuggets. Alors, je sais que ce n'est pas leur fort à tous, c'est-à-dire que les 3 role-players qui restent, enfin les 3 autres membres du 5, mais peut-être qu'il va falloir attaquer cette défense du 8 un peu plus au niveau du drive. C'est-à-dire que oui, ils font des close-out assez forts. Je pense que MPJ est assez long et assez agile pour mettre une feinte et au lieu de settle pour un long 2 ou reprendre un 3 points, ce qu'il a fait quelques fois, aller attaquer, aller driver et aller obliger justement ces hits à répéter, notamment en zone, à répéter les ajustements et les rotations pour les pousser à la faute. Pour l'instant, j'ai l'impression que la défense du 8 a pu répéter assez facilement ses gammes défensives sans trop être chahutée une fois que Jokic était coupé de la création principale du côté de l'offense des Nuggets. Je ne sais pas si... Gabin, je t'en prie. Non, mais t'as tout à fait raison. Et pour reparler un petit peu du hit, on n'a pas trop parlé, mais il faut absolument trouver une solution. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Ben, pour ne plus faire jouer Cody Zeller. Ah oui. Non, mais il est catastrophique. Et j'en parle en off. La séquence qui m'a choqué, c'est quand il perd le ballon face à Jokic et qu'il le pousse un peu par derrière. Tu sens que en fait, il est pas dedans et que
en finale, il a rien à faire sur le terrain. Il s'est fait totalement dominer. Donc en fait, faut trouver une solution que je n'ai pas pour soit on peut ajuster les minutes de Bam Adebayo exactement sur celle de Jokic, soit on tente un 5 avec je sais pas moi, un Caleb Martin qui va jouer post 5 et tu fais de l'extrême small ball. Moi je trouve ça horrible. Ça n'a pas du tout fonctionné en game 1, ça me semble être la mauvaise idée. Voilà. Le grosse problématique du game 1, on l'a dit, c'était la physicalité. Il a sorti Caleb Martin justement pour ce problème-là. C'est la grosse problématique Cody Zeller. Puis je vais te relancer Ben, parce que je crois que Gabin t'a interpellé, t'as nommé directement, mais c'est vrai que Cody Zeller, et c'était la discussion qu'on avait tous ensemble, pour moi c'est la seule alternative. C'est-à-dire que il y a Udonis Haslem, mais ça m'étonnerait qu'on voit un joueur de 48 ans sur le terrain dans ces finales, même si on peut lui souhaiter, ça pourrait être assez sympa pour le clin d'œil. Mais voilà, en termes de longueur, est-ce que tu as vraiment une autre solution? La question, c'est, si tu l'as dit, Gabin, celle des minutes. Dans le game 2, Spoelstra a décidé, en début de match en tout cas, de prendre le parti, de sortir Bam en premier, de avoir quelques minutes avec donc Zeller sur Jokic pour ensuite parier sur Bam avec la seconde unit, face à la seconde unit surtout, des Nuggets. Pari très peu réussi, je vais dire ça comme ça. Donc est-ce que c'est là-dessus qu'il faut jouer? Ben, je t'en prie, le sujet Zeller. Oui, d'ailleurs, c'est aussi, sans remonter en arrière, c'est aussi un de mes problèmes avec Christian Brown, c'est qu'en fait, il a été une partie de son bon CV sur ces finales, c'est une séquence où même moi, j'aurais pu passer pour un bon joueur de basket. Dans cette séquence où tout le monde met tout du côté de Denver, mais passons. Alors en fait, le problème de Cody Zeller, c'est que dès qu'il rentre sur le terrain, Nikola Jokic a un espèce de grand sourire et l'attaque. C'est-à-dire qu'il y a une séquence où il attaque 3 fois de suite, et c'est là où il faut donner du crédit à Bam Adebayo. Je suis très sévère avec Bam Adebayo, je le sais, mais Bam Adebayo, au moins, il lui offre une certaine résistance malgré le déficit de taille au poste. Quand il voit Cody Zeller, il l'attaque de manière répétée. Et alors moi, je suis pas d'accord avec certaines des analyses que j'ai vues. Ah oui, mais du coup, c'est un plan de Spoelstra, c'est parce que du coup, pour que Jokic continue de manière répétée à attaquer Zeller et sorte l'équipe. Jokic est trop intelligent pour faire ça, en fait. C'est pas le plan. Alors, je suis d'accord avec vous, les gars, il n'y a pas d'alternative, parce qu'il n'y a pas de taille du côté du 8. Ce qu'on a pu voir sur des parties de zone, c'est aussi qu'ils sont ultra agressifs quand on essaye de mettre Jokic posto et qu'ils essayent de passer devant Jokic avec certains des petits joueurs du 5. Moi, ce que je dis juste, c'est que les minutes de Cody Zeller, alors oui, il faut de la taille, mais on est d'accord que l'idée de taille, c'est d'offrir de la protection de cercle ou de la résistance, et peut-être d'offrir de l'alternative sur de la réception de lob, etc. Cody Zeller n'offre et du rebond. Il n'offre absolument rien, Cody Zeller. Donc en fait, ça sert à quoi d'avoir de la taille si ce qui est censé t'apporter la taille n'est pas au rendez-vous? En fait, Cody Zeller, c'est la taille pour la taille. C'est la carrière de Bismack Biyombo. Donc je comprends pas pourquoi... Non, je suis un peu méchant. Il est tard. Mais pour moi, en fait, je serais pas étonné que son nombre de minutes soit extrêmement réduit, surtout quand on a vu la bonne perf de Kevin Love. Après, t'es peut-être un peu dur, je sais pas, j'ai pas la stat des rebonds, mais notamment c'est aussi ça, aussi je reviens un peu en arrière, mais c'est vrai qu'un des avantages d'avoir Kevin Love dans le 5 aussi, c'est que ça permet de sécuriser le rebond défensif pour le hit, et on les a vus courir un peu plus en transition, avoir beaucoup plus confiance que devoir aller à 5 se battre pour le rebond. Alors c'est des batailles qu'ils ont déjà vues tout du long de ces playoffs, notamment du côté des Knicks, c'était une vraie problématique, et ils ont su y répondre. Madiane, est-ce que toi tu as quelque chose autour de Cody Zeller, soit une astuce, soit une attaque supplémentaire, le pauvre Cody Zeller qui doit avoir les oreilles qui sifflent? Non, je vais pas tirer sur l'ambulance encore plus là, vraiment, ce serait en rajouter. Moi, ce que je constate, c'est que ce hit a quand même, à ma grande surprise, enfin non, justement, c'est pas si surprenant, a plus de rotation de joueurs que les Nuggets. Et ça, c'est un truc qu'il faudra prendre en compte si les finales commencent à être très loin. Vraiment, côté Nuggets, faut prier pour que personne se pète. Dans la rotation, ça pourrait être n'importe qui, parce que vraiment, ils sont sur une rotation à 8 et ils ont pas plus. Ils ont pas mieux à offrir que cette rotation à 8. Là où le hit, t'as quand même l'impression qu'ils seront toujours capables de te sortir un petit joueur par-ci par-là qui pourra apporter sur une séquence de 7-8 minutes un tout petit peu de repos à des titulaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu pour les Nuggets, c'est de se dire l'un des avantages du hit, c'est qu'ils ont plus de marge pour ces cas-là,
sans parler évidemment de notre ami toujours cloué sur le banc, enfin toujours cloué à l'infirmerie, Tyler Hero, qui ne rejouera pas sur ce Game 3, qui à mon avis ne rejouera pas. Enfin, ce serait surprenant de le voir rentrer dans la série. Faut quand même se rendre compte de ça, c'est que le hit est plutôt profond et plutôt taillé pour ce genre de joute où tu dois t'ajuster, tu vas faire des choses, etc. Alors que les Nuggets, ils vont rester sur leur plan de base et ils ont pas vraiment beaucoup d'ajustements à offrir. Donc sur la bataille tactique, le hit a de quoi encore sortir une ou deux surprises comme ils ont fait sur le quatrième carton avec le 1-3-1, une ou deux surprises auxquelles les Nuggets auront peut-être du mal à s'adapter. J'y vois deux petites nuances à ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais alors déjà sur l'aspect blessure, profondeur, fatigue, le hit, heureusement qu'ils peuvent se permettre quelques minutes ici et là de quelques joueurs, parce qu'on l'a souligné, ils ont eu beaucoup moins de repos, ils sortent d'une série face aux Celtics, une série dramatique, j'ai envie de dire, face aux Celtics, donc il faut faire attention à ça. Ça jouera aussi du côté peut-être des blessures, on ne le souhaite pas, il y a ce refrain de Jimmy Butler et de cette petite blessure à la cheville depuis l'Enix qui posait question après le Game 1 parce que c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé mais c'était à peu près évident, tout le monde l'a vu, on l'a évoqué, il y a eu 2 lancers francs tirés par le hit dans le Game 1, on est passé à 20 il me semble, j'ai plus la stat, je crois qu'ils font 18 sur 20 oui, 20 sur le Game 2. 20 sur 22 oui, voilà, quelque chose comme ça. 18 sur 20 je crois. Ils ont retrouvé une agressivité, voilà, c'est peut-être ça qu'ils doivent essayer de garder. Et dans la rotation, c'est que techniquement, face par exemple aux Celtics, ils avaient surtout cette force-là du hit. Ils l'ont toujours. Il y a toujours un mec qui va sortir de sa boîte pour mettre des tirs. Pour l'instant, Caleb Martin, par exemple, dans ses finals, n'a pas fait de match où il a pris feu. Ça peut arriver à tout moment, bien sûr. Mais avec le bémol qu'on évoque sur cette série, qui est celui de la taille. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas jouer tout le temps. Ou de la physicalité, peut-être, disons-le de manière plus globale. Parce qu'il y a la taille avec Jokic, mais il y a la problématique Aaron Gordon et ce type de joueur-là, où tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi avec tous tes guards du côté du hit, puisque au bout d'un moment, tu vas te faire dépasser, tu vas te faire enfoncer, tu vas plus prendre un rebond. C'est juste la petite nuance que je mettrais sur ce sujet-là. Je sais pas si, voilà, sur le sujet du hit, Gabin, toi, si tu as... Bah exactement, tu as parlé de physicalité, c'est pour ça que même si Tyler Hero est en forme et pourrait revenir, est-ce qu'on a vraiment la place en termes de minutes pour le faire jouer? Quand tu vois l'efficacité surtout offensive des autres joueurs sur les postes 1 et 2, ça me semble trop compliqué de faire entrer un joueur hors rythme, alors que si tu fais jouer une line-up plus petite, tu vas faire passer Aaron Gordon pour un bon scoreur. Et c'est ça ça que Tyler Hero, je suis très dubitatif par rapport au fait qu'on va le revoir jouer parce que je me dis que même s'il est en forme, t'as pas la place, t'as assez de joueurs. Si c'était un pivot qui était le backup de Bam sur la saison entière, il serait déjà sur le terrain à mon avis. Coach Ben, je vais te poser une question, Coach Ben, du coup. Si jamais on est sur un match du hit où, et c'est arrivé, on trouve pas de solution, Gabe Vincent n'est pas Stephen Curry, Duncan Robinson est trop exploité en défense malgré la zone, etc. Tu trouves pas de solution, tu as besoin de shot-making. Est-ce que c'est pas là, on est dans un game 4, 5, 6, j'en sais rien, c'est peut-être pas là où tu as peut-être une fenêtre pour relancer ton Tyler Hero? Je pense pas moi, je pense que c'est un gigantesque jeu de poker menteur et qui ne reviendra pas. Pour moi, le seul scénario dans lequel il revenait, c'était un 3-0 Nuggets et en gros, t'es obligé de tenter quelque chose de fou parce que tu vas peut-être perdre les finales NBA. Personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que comme l'a un peu dit Gabin, ça ne répond pas du shot making sur l'extérieur. Alors c'est plus que ça, hein, Tyler Hero, je caricature, mais c'est pas ce dont ils ont besoin. Première chose. Deuxième chose, revenir sur des finales NBA niveau intensité, pour moi c'est pas possible. Donc je suis super dubitatif. Pour moi c'est un jeu de poker menteur et je pense que même Tyler Hero dans ses déclats, etc., c'est plus ou moins qu'il reviendra pas. Et c'est une énorme pancarte avec une cible, hein. Enfin, pour toute l'équipe des Nuggets, tu vois Tyler Hero rentrer sur le terrain, tu le regardes, tu fais ah, on attaque là. Non mais c'est vrai, et ce sera trop dur pour lui malheureusement, et là, enfin, il reviendra pas pour le Game 3. Moi j'avais encore un peu d'espoir. J'ai vu l'annonce comme quoi il revenait pas pour le Game 3, j'ai dit ok, c'est même pas la peine parce que je m'étais dit s'il pouvait revenir, imaginons, tu te fais blowout ou t'as blowout, tu lui donnes quelques minutes, tu vois ce que ça donne et puis tu le fais jouer.
mais là, il est même pas annoncé sur la feuille de match, donc c'est mort. Et en plus, t'as aucune opportunité. Enfin, si tu l'as pas testé avant, c'est même pas la peine d'essayer dans le feu, parce que on peut parler d'un rookie sur 5 minutes qui peut effectivement te foutre la bonbonne de gaz dans l'incendie, mais un Tyler Hero qui reviendrait sur ce final, ça peut très bien tourner au vinaigre pire que Cody Zeller sur 5 minutes. Donc faut faire attention. Le faire jouer sur un blowout, ça reviendrait à donner des informations à l'adversaire. Faut le tester en entraînement, mais le faire rentrer en match juste pour un blowout, je trouve que ce serait contre-productif, justement. De toute façon, ça arrivera pas, à mon avis. Histoire de lui donner Ouais. les mêmes minutes qu'Udonis Aslem, peut-être, pour les stats. Ça, Udonis Aslem, s'il rentre, c'est l'emoji Fortnite après un kill, c'est vraiment tu Le flexes sur ton adversaire. Ben, tu voulais J'aurais rajouter bien un mot, aimé. je crois, sur ce jeu-là. Par rapport juste aux rotations des Nuggets et du coup aux rotations du Heat, c'est pour ça que moi, je pense que vous l'avez compris, moi je suis Mike Malone, je ne panique pas parce que tu n'as pas d'alternative. Pour moi, quand ton alternative numéro 1, c'est augmenter le temps de jeu d'un rookie, moi je dis alerte générale. On l'a dit par rapport aux rotations et à l'effectif des Nuggets, on le dit depuis la série face aux Suns, c'est un effectif limité. Les rotations sont extrêmement limitées et Bruce Brown est bien gentil, mais quand tu commences à attaquer 6, 7, t'es déjà plus serein sur la rotation. Là où du côté du Heat, bien évidemment, t'es serein. Après, on n'a pas évoqué son nom, mais t'es serein parce que c'est Spoelstra le coach. Par exemple, la décision, alors que Strus fait un bon début de match 2, de lui préférer Duncan Robinson, en partie pour la zone, mais Duncan Robinson qui, du coup, se révèle majeur dans la création d'écart sur le début du 4e quart-temps, tu te dis que Spoelstra, oui, c'est un bon coach, mais lui aussi, il est en fusion. Parce qu'en fait, tous ses choix sont bons actuellement. Et il y a une espèce de, je sais pas, il est en mode Super Saiyan, c'est incroyable. Référence au Japon, voilà, ça fait mal. Bref. Mais par rapport du coup à ça, moi c'est pour ça que si vous comprenez l'idée du podcast, je suis pas pour la surréaction des Nuggets parce que tu auras le temps de surréagir si tu es à 2-1 et que tu entames le match 4. C'est la meilleure équipe sur les 2 matchs, les Nuggets. Je suis désolé, c'est la meilleure équipe. Oui, le Heat parfois shoot de manière historique, mais c'est la meilleure équipe sur les 2 matchs qui trouvera des solutions sur les petits points, faire remonter le ballon à Nikola Jokic, Michael Porter qui connecte les 2 neurones parfois. Il y aura des solutions. Donc, moi, je ne suragis pas côté des Nuggets. Et sur le Game 2, on reste tous sur la fin et le 4e quart-temps et la victoire du Heat. Mais je pense qu'après le run, le fameux 40-14 passé par les Nuggets, et je me souviens un peu de l'ambiance de la discussion de Kebdo pour inclure nos auditeurs dedans, on était un peu à se dire, bon allez, 4-1 maximum pour si le Heat arrive à arracher une game, c'est super. Enfin, ça semblait vraiment presque cuit. On commençait à voir les Nuggets qui commençaient à rouler sans Jokic. Il y avait un peu ce sentiment voilà, que la série était pliée. Ce qui n'est pas le cas, du coup, vu qu'on approche de l'heure de podcast, je vous propose de faire un espèce de point, comme on fait un podcast tous les 2 matchs, un point, alors point prono, c'est peut-être un peu trop, comment dire, c'est un peu trop carré, mais un point confiance, j'ai envie de dire, sur la suite de la série. On était dans les previews, on était ensemble, Gabin et Ben, on a chacun fait des pronostics, on était globalement d'accord sur le fait que les Nuggets étaient les grandissimes favoris, on pensait plus autour d'un 4-1, 4-2. Donc, on va faire un petit point confiance. Madiane, je vais te lancer toi forcément dans un premier temps. On est un partout. Est-ce que tu es toujours, voilà, est-ce que tu es du coup totalement encore confiant derrière les Nuggets? Je pense que les Nuggets vont plier cette série assez facilement ou non? C'est la question que je te pose. Moi, je vois la série revenir à 2-2 de Miami et se finir en 7 avec une victoire des Nuggets. Mais du coup, là, je visualise très bien les Nuggets prendre le 3, perdre le 4, revenir à 2-2, et puis ça finit en 7 avec une victoire de nos amis de Denver. Voilà pour le prono Madiane avec 2 matchs, mais du coup, voilà, Gabin, Ben, on peut faire une mise à jour. Gabin, est-ce qu'on est toujours aussi confiant derrière les Nuggets? Est-ce qu'on a un peu plus de doutes? Comment tu vois la suite? Je vais pouvoir te dire la vérité, parce que jusqu'à maintenant, j'avais dit à la fin du match 2 que ce sera 1-1, avec le match 2 pris par le Heat. Donc normalement, je détiens la vérité absolue. Ne t'avance pas trop, malheureux. Je vais dire 4-2.
cette équipe des Nuggets, j'ai l'impression que c'était un peu un match piège, ce match 2, et qu'ils vont forcément trouver des ajustements, que MPJ va mieux jouer. Pourquoi, du coup, je donne une autre victoire au Heat? Parce que ils vont nous sortir soit un autre match indécent à 3 points, soit surtout le match dans la série de Jimmy Butler qu'on n'a pas eu. Donc, je leur donne une autre victoire sur un Butler game, je pense, et 4-2. Bon, Donc, ils sont allés plus loin que ce que donne... j'aurais demandé en 4 de Gabin. Pardon, j'avais dit à la base Denver en 5. Bon, allez, après ce game 2, Denver en 6. Je suis sympa. Ouais. Ben, j'étais en train de dire que nos deux amis étaient allés plus loin que ce que je leur avais demandé. T'es pas forcément obligé de redonner un prono total. Tu fais comme tu le sens. Est-ce que tu veux donner un prono ou juste un indice de confiance? Est-ce qu'on voit les Nuggets plus ou moins favoris que ce qu'on les voyait au début de la série? Finalement, c'est ça la question. Alors, je pense que j'aurais dû dire ça en entamant le podcast, mon cher Adrien. Pourquoi je dévie un peu? C'est parce que dans la préparation du podcast, volontairement, j'ai regardé le match 1 en dernier. J'ai regardé 2 et 1. Donc c'est pour ça que ma dernière impression est beaucoup moins... Parce que j'avais conscience du biais de finir avec le 2 et le dernier quart-temps. Donc moi, je suis toujours confiant envers les Nuggets. Je reste sur mon 4-2 parce que je vais pas baser une partie de mon prono sur le meilleur quatrième quart-temps des 2 dernières années sur du shooting au playoff. Je veux pas tomber dans ça. Donc le Heat va refaire 1 ou 2 matchs une ou deux anomalies à 3 points, mais je reste sur mon 4 de Nuggets. Donc l'indice de confiance, je vais répondre à ta question, Adrien, il est à 6,5 sur 10. On va dire. Oh, c'est pas énorme. C'est suffisant, c'est une belle avance quand on est dans une finale qui est censée être quand même plus disputée quand on est en finale NBA, mais c'est vrai que c'est pas non plus... personne n'a pronostiqué de sweep et là on en est bien loin. Ouais. Moi je suis un peu comme toi Ben, mais tout de même je pense que le Heat m'a un peu rassuré en prenant un. J'avais peur en fait que le Heat n'arrive pas à prendre de match à Denver pour le début de la série et qu'il se fasse avoir assez sèchement, j'ai envie de dire, ensuite derrière. Ils ont réussi à en prendre un, donc je pense qu'ils sont quand même capables parce que depuis le début des playoffs, je l'ai déjà dit là dans ce podcast, mais depuis le début des playoffs, on se dit, le Heat, ils en reprendront un ou deux comme ça, où ils mettront leur tir. Ça n'arrivera pas jusqu'au bout de la série. Jusqu'ici, c'est arrivé jusqu'au bout de la série. Donc, il faut se méfier. Donc, moi, j'aurais un peu plus de confiance. J'ai envie d'aller avec Madiane sur un 4-3 Nuggets par là. J'ai envie de donner un match de plus au Heat, mais je ne sais pas si c'est plus de l'envie que de la raison. Ben, tu voulais rajouter quelque chose? Parce qu'en fait, ce truc du Heat qui a réussi toujours à en gratter un, c'était contre des équipes qui ont eu bonjour les Bucks et les Celtics, qui ont eu des pannes offensives, mais légendaires. Et c'est là où j'ai confiance dans les Nuggets, c'est que même leur panne offensive résulte à 1-3 points de Jamal Murray d'aller en prolongation. Donc confiance sur un peu plus de confiance en fait finalement en Jamal Murray que en Jokic par rapport à Giannis. Ben, je te lance une perche. Réponse en septembre. Magnifique. Voilà, teasing pour le DH20 de septembre. Ça va permettre de conclure ce podcast au bout de 2 matchs des Finals NBA. Donc un partout entre les Nuggets et le Heat pour le moment à l'heure de notre enregistrement. Normalement, il sortira avant le Game 3. Si on n'a pas de problème technique, tout va bien. Vous allez pouvoir vous en profiter. On se donne rendez-vous après le Game 4. Donc à 2 partout peut-être ou pas. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver Dunk Hebdo et bien de partout, on le disait en début de podcast, sur Spotify, Apple Podcast, vous pouvez vous faire une bataille en commentaire, on a hâte de voir tout ça, sur YouTube, sur Twitter, si vous voulez échanger avec nous en ce moment, il y a beaucoup de monde, le Twitter NBA est forcément très actif, on sent quand même, malgré le sujet, on pourra peut-être en reparler en hors-série de l'été, mais le sujet de la hype ou non autour de ces finales, voilà, en tout cas chez Dunk Hebdo, on est là, la discussion n'a jamais été aussi animée, donc on se donne rendez-vous dans 2 matchs, et puis donc on vous souhaite d'excellentes suites de Finals NBA. Merci les gars. Merci. Et n'oubliez pas les post-mortem.